Qui est commerçant ? Aujourd'hui, on va voir qui est commerçant et qui tombe sous la qualification de commerçant. Parfois, lorsque vous essayez de définir un petit peu tous les contours de votre activité, parfois la frontière est mince entre l'activité de commerçant et l'activité de salarié. Et dans le code de commerce, en fait, le commerçant est défini comme celui qui accomplit des actes de commerce à titre habituel. Cette définition, si elle a le mérite d'être claire, parfois elle est mise à mal, notamment avec les nouveaux métiers. On a parfois des particuliers qui sont vraiment à la frontière et qui accomplissent des actes de commerce pratiquement à titre habituel. C'est par exemple lorsque vous louez un logement par le biais de la plateforme Airbnb, lorsqu'ils produisent de l'électricité pour autrui, lorsqu'ils vendent via le Bon Coin. C'est aussi le cas lorsqu'ils font par exemple office de taxi avec des plateformes comme Blablacar. En fait, c'est un petit peu tous ces métiers qui attraient un petit peu aux plateformes de l'économie collaborative. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la simple distinction entre professionnel et non professionnel n'est plus vraiment suffisante et il faut voir un petit peu plus large pour pouvoir vraiment distinguer ces deux groupes. Donc majoritairement, vous admettrez tous que les sociétés commerciales sont commerciales par leur forme, en fait, parce qu'ils sont simplement sous forme de société, c'est une société, donc forcément, si c'est une société, ça a une connotation commerciale. On va voir qu'il y a quelques petites exceptions à cette règle, mais globalement, vous admettez tous qu'une société est égale activité commerciale. Pour la personne physique, en fait, on va avoir une espèce de faisceau d'indices. Donc, une personne physique est commerçante si elle commet des actes de commerce à titre habituel et qu'elle exerce sa profession comme indépendant. Donc voilà, il faut un acte de commerce, mais qu'est-ce qu'un acte de commerce ? Et bien là, il faut distinguer les actes de commerce par nature et les actes de commerce par la forme. Donc les actes de commerce par nature, ils vont être énumérés. Donc on a une liste qui est exhaustive, qui est listée à l'article L110-1-2 du code de commerce. Donc on a les activités de négoce, les achats pour revendre par exemple, les entreprises de location de meubles ou les entreprises de fourniture. On a les activités industrielles également, avec les entreprises de manufacture, les entreprises de transport. On a évidemment les activités financières aussi, avec les opérations de change et de banque, les opérations d'assurance. On a aussi les activités d'intermédiaire du commerce, par exemple les agences d'affaires, de recouvrement de créances ou les agences de tourisme. Et ensuite, on a les activités de commerce par la forme. On a dans ces actes de commerce par la forme, par exemple les lettres de change en fait. Donc je vais vous expliquer le mécanisme de la lettre de change. En fait, ça paraît compliqué, mais c'est pas du tout compliqué. C'est par exemple le fait qu'un créancier demande à son débiteur de payer une certaine somme à un tiers à une date donnée. Par exemple, je vends un objet à quelqu'un, un particulier, et je dis à ce particulier de régler la somme à mon père à une date particulière. Voilà, ce type de mécanisme peut se formaliser par la lettre de change. Ensuite, dans les actes de commerce par la forme, il y a ceux qui sont passés par les sociétés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, une société, il y a une présomption commerciale qui pèse sur les sociétés parce que de facto, en fait, la forme juridique, l'entité de la société, en fait, induit forcément une activité commerciale. Il n'y a que les sociétés en participation qui échappent à la commercialité par la forme. Toutes les autres sociétés, que ce soit les SARL, les SAS, les SASU, etc., sont soumises aux règles applicables aux commerçants. Et c'est pour ça qu'elles doivent toutes être inscrites au RCS, donc le fameux registre du commerce et des sociétés. Je souligne aussi que l'acte par lequel un associé adhère à la société, notamment par la souscription d'actions, est un acte de commerce, même s'il émane de quelqu'un qui n'est pas commerçant à la base. Enfin, dans ces actes de commerce par la forme, on a aussi les actes qui sont dits mixtes. Donc c'est un acte qui va être commercial pour l'une des parties et civil pour l'autre. Donc de manière générale, vous l'aurez compris, le problème qui se pose en fait, c'est que le code de commerce ne définit pas vraiment concrètement et précisément les critères de l'activité commerciale, parce qu'en fait, c'est à la jurisprudence de dessiner un peu mieux en fait les contours de l'activité commerciale, parce que des fois la frontière est tellement mince que le juge doit étudier ça au cas par cas. Et on parle d'appréciation in concreto du juge. Donc il y a un faisceau d'indices qui a été identifié petit à petit, et en fait on a 3 critères principaux qui en fait nous mettent sur la piste de la commercialité d'une activité. Le premier critère, c'est le critère de la spéculation. À partir du moment où il y a spéculation, on peut supposer qu'il y a une activité commerciale derrière. On a aussi le critère de la circulation de richesse, donc pareil. Ce critère induit aussi la possibilité qu'on soit en face d'un acte de commerce. Et enfin, on a le critère de l'entreprise. À partir du moment où il y a une entreprise, forcément, on est face à un acte de commerce, puisque l'entreprise, son but principal, c'est de générer du bénéfice. Ensuite, on a d'autres critères qui vont vraiment permettre
permettre de bien cerner en fait cette notion de commercialité et de commerçant. Un commerçant en fait il va être régulier dans l'exercice de son activité et c'est pour ça aussi que la jurisprudence a dessiné aussi les contours de l'acte de commerce par cette notion d'habitude. On l'a vu dans le code de commerce, dans l'article que j'ai cité pour définir l'acte de commerce et le commerçant, on a cette notion de répétition et d'habitude qui est extrêmement importante. Il découle en fait de cette habitude que l'acte de commerce permettrait à celui qui l'exerce en fait d'en retirer les moyens pour subsister. Peu importe que l'activité soit licite ou illicite, à partir du moment où l'activité génère une somme d'argent qui permet à la personne qui l'exerce de subvenir à ses besoins fondamentaux, on parle d'acte de commerce. Les juges vont également regarder en fait du côté du fonds de commerce. S'il existe un fonds de commerce, donc on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, le fonds de commerce contient tous les éléments matériels et immatériels aussi de l'entreprise. Donc s'il y a une clientèle, s'il y a un local, s'il y a une liste de clients, on est probablement, très certainement face à un commerçant qui a une activité commerciale habituelle. Enfin, dernier critère, c'est le critère de l'indépendance. On a vraiment quelqu'un qui est indépendant. Un commerçant agit en son nom propre, à ses risques et périls. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est indépendant. Et l'indépendance, c'est vraiment quelque chose de très important car il faut distinguer en fait le salarié de l'indépendant qui est commerçant. Un salarié ne peut pas être considéré comme un commerçant à part entière puisqu'il est conditionné par sa relation salariale avec l'entreprise. Et parfois, en fait, il se peut qu'on qualifie une relation entre deux parties de salariat déguisé. Mais concrètement, le salarié d'une entreprise ne sera jamais commerçant quel que soit son degré d'implication dans l'entreprise. Il exerce vraiment son activité via l'entreprise. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et moi je vous retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.